La Formule 1 visite Zandvoort depuis les années 50 et c'est un circuit historique pour le sport automobile. Et si ce tracé a connu pas mal de moments de gloire, il a aussi connu des moments dramatiques. En 1913, l'un des accidents les plus dramatiques de la Formule 1 a eu lieu à Zandvoort. Pas facile de parler de ce genre d'événements, mais aussi durs soient-ils, ils font partie de l'histoire du sport automobile. Bienvenue dans ce nouveau moment d'histoire. Les années 70 sont vraiment des années charnières en sport automobile. Colin Chapman a récemment changé le visage de ce sport avec des livrées aux couleurs des sponsors, avec des ailerons pour plaquer les voitures au sol, mais aussi, sans oublier, l'apparition des radiateurs latéraux. En gros, adieu les cigares des années 60. De plus, les Formule 1 roulent maintenant avec des pneus slick. Autant vous dire que les performances se sont améliorées. Dans cette période charnière encore très populaire aujourd'hui, un nom se distingue, celui de Jackie Stewart. Il est le visage de la discipline. Après s'être révélé auprès de Graham Hill ou de Jim Clark, l'Écossais a remporté le titre 1969 avec Matra ainsi que celui de 71 avec Tyrrell. Stewart a fait entrer d'autres codes chez les pilotes en axant son style de vie autour de la compétition. En gros, il est le premier vrai professionnel. Mais Jackie est surtout l'instigateur du mouvement pour la sécurité en sport automobile. Ce sport est dangereux et beaucoup de noms sont partis dernièrement. En 68, lors d'une course de Formule 2, la légende Jim Clark s'est tué sur le Hockenheim. L'année d'avant, Lorenzo Bandini disparaissait lors d'un terrible accident à Monaco, mort brûlé vif. Idem pour le très populaire Joe Schlesser en 68. En 110, le pilote et ami de Frank Williams, Piers Courage, est mort à Zandvoort. Puis à Monza, le leader du championnat Jochen Rindt est mort dans un accident aux essais. Il sera l'unique champion du monde à titre posthume. N'oublions pas le Suisse Joe Siffert, mort en 71, ainsi que d'autres noms moins connus. Stewart a eu chaud en 66 à Spa, perdant le contrôle de sa voiture et se retrouvant coincé dedans avec de l'essence lui coulant dessus. Repéré par Graham Hill quelques minutes plus tard, il est transporté dans une ambulance aux conditions sanitaires déplorables. Ainsi commence la croisade pour la sécurité en sport automobile. Après, s'il n'y avait pas eu Jackie Stewart, d'autres noms se seraient certainement soulevés pour la sécurité. Mais dans la vraie vie, dans ce qui s'est passé, c'est Jackie Stewart qui est vraiment le pilote qui s'est distingué dans la lutte pour la sécurité en sport automobile, celui qui a vraiment commencé le combat. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de boulot. En 1973, le champion du monde en titre se nomme Emerson Fittipaldi dans sa Lotus noir et or. À ses côtés, le super suédois Ronnie Peterson. Jackie Stewart est lui épaulé par François Sever. Dans ces années-là, McLaren était déjà présente avec Teddy Meyer à sa tête. Cette équipe joue les victoires, mais pas encore le titre. Alors que les grosses équipes sont toutes passées au châssis monocoque en aluminium, Ferrari est à la peine avec son vieillissant châssis tubulaire. Plus loin sur la grille, les stars de demain entrent en scène. Niki Lauda évolue chez BRM en compagnie de Jean-Pierre Beltoise et Claire Regazzoni, tandis que James Hunt roule sur une marche engagée par Lord Esqueth. Si Fittipaldi remporte les deux premières courses de la saison, Stewart a frappé fort par la suite. Victoire écrasante à Monaco sans oublier Kyalami et Zolder. Puis vient une période plus molle pour les deux prétendants à la couronne mondiale. Mais malgré les difficultés rencontrées, Stewart a marqué quelques points précieux contrairement aux Brésiliens. En Grande-Bretagne, à Silverstone, l'un des plus gros carambolages de la F1 a lieu. Le bouillant Jody Scheckter en est à l'origine et se fera sérieusement sermonner par ses camarades. Peter Revson a décroché sa première victoire en F1 devant Peterson et le champion du monde 67, Denny Hulme. Au championnat, Stewart mène que d'un seul point devant Fittipaldi. Sever est troisième. C'est ainsi qu'on arrive à Zandvoort pour la 10e manche du championnat. Entre 1985 et 2021, le tracé de Zandvoort en Formule 1 a pas mal changé. À l'origine, le tracé néerlandais est beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui. Actuellement, on le connaît comme un tracé sinueux avec ses bankings au milieu des dunes de sable, véritable temple des supporters de Max Verstappen. Mais à l'époque, en 73, c'était bien différent. Le tracé faisait à peu près la même distance, mais avec un caractère bien plus rapide. Tout le monde se souvient de l'accident de Piers Courage 3 ans plus tôt et la F1 a refusé de s'y rendre en 72, demandant des aménagements aux organisateurs. Ainsi, une chicane a été installée à Panorama dans la dernière partie du circuit. De plus, des zones de dégagement ont été ajoutées avec des rails de sécurité, sans oublier un resurfaçage de la piste. Dans le paddock, les rumeurs de retraite de Jackie Stewart enflent et Tyrrell cherche un remplaçant. Chez Ferrari, c'est la révolution. Les deux pilotes que sont Jackie Ickx et Arturo Merzario sont sur le départ et Mauro Forghieri revient à la direction technique.
Pour 74, Claire Regazzoni, pilote Ferrari de 70 à 72, reviendra chez le cheval cabré. D'ailleurs, bien qu'inscrit sur les listes d'engagés, Ferrari ne va pas participer au Grand Prix. Bref, le vendredi à Zandvoort, il pleut, du coup ce sera la séance de qualification du samedi après-midi qui sera très importante. En revanche, la pluie permet à Niki Lauda de se montrer car l'Autrichien signe le meilleur temps. Frayeur le samedi car Emerson Fittipaldi est victime d'un terrible accident à près de 240 km/h après une défaillance de jante. Il sort seul de sa Lotus mais souffre de luxation aux deux chevilles, ainsi que de plusieurs hématomes. Premier avertissement. Son équipier Peterson signe malgré tout la pole position devant les Tyrrell de Stewart et Sever. Hunt est 7ème avec sa March, Lauda est 11ème et Fittipaldi 16ème devant Graham Hill au volant de sa Embassy. Toujours là, le double champion du monde peine à retrouver son niveau après son accident survenu quelques années plus tôt. Place au Grand Prix. Le départ se passe bien pour Peterson qui conserve l'avantage sur Stewart, mais très rapidement, l'effervescence de la course fait place à la terreur. Parti 18ème, le jeune anglais Roger Williamson navigue à la 13e position. Roger est né le 2 février 1948 et il est donc âgé de 25 ans. Après s'être révélé en karting, Roger, soutenu par son père, commence en Mini Cooper en 68. Après avoir dominé la catégorie, il passe en monoplace et remporte un titre dans ce qu'on peut considérer comme la F4 de l'époque, avant de passer en F3. Au volant d'une March Ford, Roger impressionne. Il décroche le titre du championnat Longbank et prend le titre de vice-champion dans le championnat Shell. Impressionnant en vue de son expérience. En 72, il participe au championnat britannique et remporte 12 courses ainsi que le titre. Avec son talent, il accède naturellement à la Formule 2. Bon, c'est plus compliqué, mais il montre pas mal de choses malgré son jeune âge. Il pense naturellement à la Formule 1, le but étant d'y entrer en 74, mais son mentor lui trouve un volant chez March dès Silverstone. Il se qualifie 22e, mais malheureusement impliqué dans le carambolage du départ. Zandvoort n'est que la deuxième participation à un Grand Prix de Formule 1 pour ce jeune Britannique prometteur. Malheureusement, alors qu'il est 13e à la poursuite du local de l'étape Van Lennep, il est victime d'une crevaison dans le rapide virage d'Odenvlak et perd le contrôle de sa March. Il percute une barrière et sa voiture prend feu immédiatement. Sa March glisse sur le toit et s'immobilise de l'autre côté de la piste contre un rail. Une épaisse fumée noire se dégage de l'épave. Roger est encore conscient mais coincé dans sa voiture. David Purley, pilote March qui suivait Williamson, s'immobilise aussitôt et court aider son compatriote. La scène est horrible. Alors que Williamson hurle dans sa carcasse, Purley essaie désespérément de l'aider. Il essaie de retourner l'épave de la March. Quant aux autres pilotes, ils ne réagissent pas. Bien que tous conscients des risques et tous unanimes dans la lutte pour la sécurité, une fois le casque mis et la visière baissée, les pilotes sont toujours différents. La course et la passion occultent le danger. Cela dit, beaucoup pensent que le pilote accidenté, c'est David Purley, donc ils le voient debout sur ses jambes, ils se disent que ça va. C'est difficile de juger. Des commissaires de course arrivent auprès de la voiture de Williamson mais n'agissent pas. Ils ne sont pas équipés pour lutter contre les flammes. Purley traverse la piste pour trouver un extincteur qui vide sur le brasier. Malheureusement sans effet. Plusieurs spectateurs tentent de traverser les grillages pour aider Williamson, mais la police les bloque. Depuis les stands, la fumée est visible et on se doute qu'il s'est passé quelque chose. Purley tente une dernière fois de retourner la voiture avant qu'un policier lui demande de s'écarter. Il n'y a rien à faire. Roger Williamson est laissé à son triste sort. Il avait 25 ans. Un camion de pompiers roule à basse vitesse sur le circuit pour rejoindre le lieu du crash. Avec l'épaisse fumée noire que dégage l'incendie, en plus avec la direction du vent qui ramène toute la fumée sur la piste, la visibilité dans le virage est très mauvaise. Pourtant, la course n'est pas interrompue. Une fois sur place, les pompiers parviennent à maîtriser l'incendie. La March de Williamson est remise dans le bon sens plusieurs minutes après et le corps du malheureux Britannique est évacué sous les yeux de Purley. David s'est montré héroïque malgré le danger, même si l'issue est funeste. Après 1h40 de course, Jackie Stewart s'impose devant François Sever et James Hunt qui prend son tout premier podium. Doublé Tyrrell tandis que Fittipaldi a renoncé très vite à cause des douleurs. Mais il n'y a aucune effusion de joie au terme de cette course. Les visages sont tous fermés. Cet accident fait beaucoup parler, notamment l'incompétence des commissaires de course, ou plutôt l'incapacité d'agir des commissaires de course qui ne sont pas équipés pour lutter contre le feu. Le feu est le pire ennemi en sport automobile et malgré ces images effroyables et les critiques multiples des pilotes et des équipes ainsi que des spectateurs, les instances ne prennent aucune mesure. Il faudra attendre pour voir les commissaires de piste équipés comme il se doit pour lutter contre les incendies. Le laisser-aller des instances est affligeant, mais les pilotes restent soudés et ils obtiendront gain de cause. Aujourd'hui, les pompiers se tiennent prêts à intervenir à tout moment sur plusieurs endroits du circuit. On l'a vu en 2020 avec Romain Grosjean. La fin de la saison 113 est marquée par l'envol de Stewart au championnat qui prend son 3e et dernier titre mondial. Mais surtout, à Watkins Glen, dernière manche de la saison, François Sever est victime d'un terrible accident en essai qui lui coûte la vie. Un deuxième pilote décède dans cette saison.
3 ans plus tard au Nürburgring, Niki Lauda est victime d'un accident assez similaire à celui de Williamson. Lui aussi, prisonnier des flammes, il doit son salut à ses camarades qui se sont arrêtés pour lui venir en aide. Chose qu'ils n'ont pas fait avec Williamson. Sans doute que l'accident du Grand Prix des Pays-Bas 1973 a permis à Niki Lauda de rester en vie. Peut-être que certains ont eu honte de passer à côté d'un brasier sans s'arrêter et aider un jeune camarade. David Purley a certainement servi d'exemple. Né en 1945, David Purley était officier parachutiste avant de commencer sa carrière en sport automobile. Inspiré par un certain Derek Bell. Après plusieurs coups d'éclat en F3 et en F2, il accède à la Formule 1. Engagé sur 13 Grands Prix, il en disputera 7 entre 73 et 77 sans jamais parvenir à briller. Il rôdera dans plusieurs paddocks de monoplace jusqu'en 1985 où il meurt dans un accident d'avion. Pilote anonyme par ses résultats mais connu pour son attitude exemplaire lors du Grand Prix de Zandvoort 1913. J'espère que cette vidéo vous a plu, enfin plu. Ouais, vous me comprenez, j'espère que, oui, que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Je vous ai mis quelques liens en description, allez les voir, soyez curieux, mais surtout n'oubliez jamais, le plus important c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer... Ah, qu'est-ce que je pourrais dire là, c'est intéressant, continuer d'aimer les moments d'histoire. À la prochaine. Ah, c'est pas facile de parler des sujets comme ça, mais voilà, comme j'ai dit en intro, ça fait partie de l'histoire et c'est ce genre d'accident qui amène après à plus de sécurité. Bon, il se trouve que directement après... Non, mais ça faisait après, plus tard, ça faisait jurisprudence quand il fallait vraiment lutter pour obtenir des mesures, et des vraies mesures, pas juste non t'inquiète ça va aller. Voilà, je parlerai d'autres événements comme ça et je pense que j'ai prévu de faire une vidéo sur la sécurité en F1 et en sport automobile, un truc assez complet. Ça prend du temps, mais au moins ça fait des vidéos qui seront plus tard annexes à ce sujet-là, qui permettront de voir plus en détail ce qui s'est passé à ce moment-là. Bref, je vais pas trop traîner dans l'outro parce que, je vous jure, il fait tellement chaud, il fait 40 degrés déjà dehors, on est le matin, hein. J'ai dû couper les 2 ventilateurs pour qu'on puisse entendre, pour pas que vous entendiez un en fond tout le temps, parce que c'est horrible, ce qui fait que là je suis en train de mourir. Du coup des bisous.